Saint-Pierre, hein, je suis le directeur. Ah oui, recording in progress. Oui, oui. Donc, je m'appelle Dominique Saint-Pierre, je suis le directeur général du Centre de foresterie des Laurentides de Ressources naturelles Canada, qui est basé à Québec. Et aujourd'hui, pour la remise des prix de la bourse Smirnoff, je suis accompagné de représentants des deux organisations partenaires qui sont depuis plus de 3 ans maintenant avec nous dans l'organisation puis le financement de la bourse. Il y a Annie-Ève Gagnon qui représente la Société d'entomologie du Québec et Philippe Tanguay qui est le vice-président de la Société de protection des plantes du Québec. Donc, je vous remercie à tout le monde d'être avec moi en mode virtuel. On a bien hâte de pouvoir se revoir en personne, mais encore cette année, en 2022, remise des prix de la bourse Smirnoff en version virtuelle. Les bourses Smirnoff, comme vous le savez peut-être, visent à soutenir les étudiants gradués en entomologie ou en pathologie forestière. Et chaque bourse est d'une valeur de 3 000 $. Cette année, on a reçu une bonne quantité de candidatures, une fois de plus, de très grande qualité. Donc, vraiment, le jury a fait un travail rigoureux pour évaluer ces candidatures. Le comité d'évaluation était composé de 4 personnes. Donc, il y avait Julie-Éléonore Maison-Haute de la Société d'entomologie du Québec, Philippe Tanguay de la Société de protection des plantes du Québec, Antoine Déric Côté du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du gouvernement du Québec et Élisabeth Gauthier, directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides. Ah, puis je vois une 5e personne, Josiane Lamarche, qui, elle, en a assuré la coordination. Donc, quand même, puis Josiane, merci encore d'animer aussi cette session aujourd'hui. Donc, suite à tout ce rigoureux processus de sélection, il y a 2 étudiants qui sont particulièrement démarqués, Nicolas Bédard et Guillaume Touga. Donc, félicitations à nos 2 lauréats. Donc, félicitations vraiment à vous 2. Et avant de passer la parole à mes 2 collègues des sociétés, d'abord, peut-être un petit mot sur le docteur Smirnoff qui a donné son nom à ces bourses. Donc, il est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1917. Donc, le docteur Vladimir Smirnoff, il a œuvré pendant 28 ans au Centre de foresterie des Laurentides comme chercheur en pathologie des insectes. Et au cours de sa carrière, il a publié plus de 300 articles scientifiques et il a reçu plusieurs prix, notamment le prix Léo Parizeau, décerné par l'ACFAS, et l'Ordre du Canada en 1997. Sa contribution la plus exceptionnelle est sans doute la promotion de l'utilisation de l'insecticide Bacillus thuringiensis, le fameux BT, qu'on utilise afin de contrôler biologiquement les épidémies de tordeuses de bourgeons d'épinette, l'un des insectes destructeurs de nos forêts de conifères les plus importants en Amérique du Nord. Donc, les bourses qui portent son nom visent vraiment à encourager les travaux de recherche dans ces domaines qui étaient des domaines de prédilection du docteur Smirnoff. Maintenant, je vais me permettre de passer la parole à Philippe. Donc, Philippe Tanguay, à toi. Oui, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est à titre de représentant de la Société de protection des plantes du Québec que je suis parmi vous. La Société de protection des plantes du Québec est aussi connue sous l'acronyme SPPQ. Puis la SPPQ, en fait, c'est la plus ancienne société scientifique en Amérique du Nord qui est vouée à la protection des plantes. Elle regroupe des chercheurs universitaires et gouvernementaux, des agronomes, des biologistes, des ingénieurs forestiers, des technologistes et des étudiants, ainsi que toute autre personne intéressée par la protection des plantes. Les membres de la SPPQ s'intéressent aux aspects théoriques et pratiques des diverses disciplines reliées à la phytoprotection. On pense entre autres à l'entomologie, la nématologie, la malherbologie, la phytopathologie, et ce dans les domaines agricoles, forestiers et horticoles. Chaque année, la SPPQ organise un congrès afin de favoriser les échanges de connaissances entre les personnes intéressées à la protection des plantes et aussi de promouvoir la recherche pluridisciplinaire en phytoprotection. Cette année, le congrès annuel de la SPPQ se tiendra de façon virtuelle les 15 et 16 septembre prochains. Puis des invitations, en fait, circuleront bientôt là, pour vous inviter à vous inscrire. Les invitations vont circuler sur les médias sociaux. La Société favorise également la diffusion des connaissances scientifiques en publiant la revue Phytoprotection. Cette revue est publiée en français et en anglais. Elle publie des articles scientifiques originaux, des communications brèves, des articles de synthèse traitant de tous les aspects de la protection des plantes.
Enfin, en plus de la bourse Smirnov, la SPPQ décerne annuellement la bourse d'excellence Margaret Newton à un étudiant ou une étudiante à la maîtrise ou au doctorat qui poursuivent des recherches liées à la phytoprotection. L'appel de candidature pour la bourse Margaret Newton est présentement en cours, donc j'invite les étudiants à vous inscrire également à cette bourse-là. Et puis, la Société remet également le prix Saxton pour la meilleure communication étudiante lors du congrès annuel. Petite chose très intéressante aussi pour les étudiants, c'est que l'adhésion à la SPPQ est maintenant gratuite pour tous les étudiants. Alors, je vous invite à vous inscrire et à participer aux activités de la Société de protection des plantes du Québec. Merci beaucoup. Peut-être passer la parole à Annie-Ève. Oui, c'est bon, j'attendais le signal. Alors, merci. Alors, je n'ai pas préparé un beau petit texte comme toi, Philippe, sur la présentation de la Société d'entomologie du Québec, mais bref, moi, je suis aujourd'hui représentante de la SEQ, Société d'entomologie du Québec. Ceux qui ne connaissent pas cette société-là, bon, il n'y a pas de compétition de qui est la plus vieille, mais nous, on fête notre 150e anniversaire l'année prochaine. Donc, vous serez invités à venir à cet événement-là qui sera sûrement très intéressant. Mais avant ça, on a notre congrès de 2022 qui a lieu en présentiel au mois d'octobre, le 27 et 28 octobre. Le thème du symposium, c'est « Interaction ». Entomologie, un monde d'interaction parce qu'on est tous en manque d'interaction sociale et je pense qu'on a tous besoin de retrouver des interactions. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit on va avoir des interactions entomologiques cette année, en 2022. Donc, je vous invite à consulter le site web de la SEQ si vous voulez en savoir plus. Notre mission, évidemment, c'est bien d'encourager la recherche en entomologie, essayer de diffuser le plus possible le savoir au niveau de la recherche entomologique au Québec. Donc, voilà, je tiens à féliciter les deux lauréats de cette année, Nicolas Bédard et Guillaume Touga. Donc, merci beaucoup et je suis impatiente d'entendre vos présentations. Merci. Bonjour, merci Annie-Ève. Alors, à mon tour maintenant, je m'appelle Elisabeth Gauthier, je suis directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts de ressources naturelles Canada. J'ai été la représentante du CFL sur le comité d'évaluation des bourses Vladimir Smirnov cette année. Et comme à chaque année, nous aurons le plaisir d'entendre nos lauréats nous présenter leur projet de recherche. J'ai donc le plaisir de vous présenter le premier lauréat, Guillaume Touga. Guillaume a débuté sa maîtrise tout récemment, en janvier 2022, sous la direction de Marc Velen de l'Université de Sherbrooke et Étienne Laliberté, de l'Université de Montréal. Son projet porte sur l'utilisation de la télédétection pour évaluer les stades d'infection du hêtre à grande feuille par la maladie corticale du hêtre. Alors, je lui laisse la parole pour qu'il nous parle un peu plus de son projet. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Touga. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui comme récipiendaire d'une bourse Smirnov pour vous présenter mon projet qui touche la phytopathologie et aussi l'écologie forestière. Donc, ça a pour sujet la télédétection par imagerie hyperspectrale des stades d'infection par la maladie corticale du hêtre à grande feuille, comme ça a été mentionné. Et c'est dirigé par les professeurs Marc Velen de l'Université de Sherbrooke et Étienne Laliberté de l'Institut de recherche en biologie végétale à l'Université de Montréal. Donc, tout d'abord, pour vous mettre en contexte, c'est quoi cette maladie-là et pourquoi est-ce que c'est si important à étudier? Bien, avec les changements climatiques et la mondialisation, on observe en ce moment une augmentation des épidémies forestières et aussi de la prévalence des phytopathogènes végétaux. Donc, avec le réchauffement des températures moyennes, avec en plus un débalancement dans les précipitations, il y a plusieurs des cycles de vie des pathogènes qui vont être avantagés. Et donc, c'est pressenti qu'ils vont avoir un impact de plus en plus significatif sur nos forêts dans les prochaines années. Donc, la maladie corticale du hêtre, la MCH, ça fait partie de ces maladies-là qui vont profiter probablement des conditions. C'est causé par un champignon du genre Neonicria qui est local au Québec. Et précédant l'infection aussi, on remarque dans l'énorme majorité des cas une colonisation de l'écorce par la cochenille du hêtre, donc Cryptococcus faguisuga, et ou d'un insecte généraliste local aussi, la cochenille filamenteuse. Donc, les cochenilles vont se nourrir de l'écorce, créer des micro-lésions. Ça va permettre aux champignons de pénétrer dans l'arbre.
Maintenant, en ce qui a trait à l'importance du hêtre dans les forêts du sud du Québec, bon, c'est déjà bien documenté. Le hêtre à grande feuille, c'est d'ailleurs parmi les dernières espèces arboricoles forestières au Québec qui font du masting, donc une production synchronisée de gros volumes de graines. Et ça a donc une importance significative sur la faune, notamment sur l'ours noir. Donc, la majorité des populations de hêtres dans la province aujourd'hui composent avec un stade d'endémie de la maladie. C'est déjà bien établi dans les populations. Donc, comment est-ce que tout ça a pu commencer? La cochenille du hêtre, c'est un précurseur pour l'établissement de la maladie, comme je l'ai mentionné, et c'est arrivé par bateau au port d'Halifax autour de 1890. Depuis ce moment-là, comme on peut le voir sur la carte, il y a eu une expansion assez lente vers l'ouest du pays. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est rendu à peu près vers la moitié du territoire ontarien ou vis-à-vis le Michigan aux États-Unis. Donc, la présence du champignon responsable de l'infection, elle, était documentée en Amérique du Nord bien avant l'arrivée de la cochenille. Donc, on pourrait dire que c'est une espèce indigène. On peut aussi comparer cette association-là, cochenille et Neonectria, à une association similaire en Europe avec l'être pourpre, Fagus sylvatica purpurea. Donc, c'est une espèce du même genre Neonectria et c'est une association étudiée depuis longtemps. Donc, les populations de hêtres dans nos forêts ils ont beaucoup diminué depuis l'époque industrielle au profit des érables. C'est notamment pour des raisons de coupe forestière et de sélection artificielle humaine. Par contre, il y a eu un regain d'abondance du hêtre et ça serait en partie normal selon les relevés historiques parce que le hêtre, c'est comme s'il reprenait un peu sa place. Par contre, étonnamment, c'est un regain qui est accéléré par la maladie corticale du hêtre et c'est surtout caractérisé par la diminution de l'abondance des érables dans les érablières matures. Ça a l'air un peu contre-intuitif de penser que la maladie peut contribuer à la propagation du hêtre, mais comment ça fonctionne, c'est que des êtres malades vont finir par mourir et tomber. Ça va créer une trouée et des êtres malades qui tombent et qui meurent peuvent quand même produire des drageons, donc des clones par les racines, jusqu'à 3 ans après la mort du tronc. Et quand ils sont atteints par la maladie, il y a ce qu'on appelle un drageonnement excessif qui semble être causé par celle-ci. Donc, en plus d'un avantage compétitif du hêtre dans les conditions de lumière vis-à- qui des semis d'érable, il y a un drageonnement excessif et ça donne ce qu'on appelle un beach hell qu'on voit comme sur la photo ici. Donc, c'est un phénomène qui est donc marqué par un mélange de retour à l'équilibre de nos forêts de feuillus du sud du Québec et par la progression de la maladie qui porte à croire qu'en ce moment, les érablières, comme on les connaît, sont en danger un peu. Donc, c'est un phénomène qui va, encore une fois, s'accélérer avec les changements climatiques. Donc, en augmentant notre capacité de suivi de la maladie, ça nous donnerait une arme pour combattre ces changements-là dans les érablières qui représentent une partie importante de l'économie et aussi de l'identité culturelle au Québec. Donc, maintenant, c'est quoi le mécanisme d'action de la maladie? Donc, les blessures de l'écorce sont causées par les insectes normalement, mais dans certains cas, ça peut aussi tout simplement être causé par des phénomènes naturels comme un gel. Donc, par la suite, c'est ça, on peut assister à une inhibition du transfert des nutriments par les tissus végétaux. On observe une destruction et un endommagement des organes de transport de la sève parce que le champignon infecte le cambium et le phloème, mais aussi peut avoir des facteurs physiques. Par exemple, les chancres rendent de plus en plus difficile le transport de la sève parce que ça agit un peu comme une tumeur. Ça grossit de plus en plus sous l'écorce et ça bloque les canaux, tout simplement. Donc, c'est un processus qui entraîne la défoliation graduelle de la canopée. Ça peut causer l'élagage des branches aussi ou même la mort du tronc dans les stades plus avancés de la maladie. Donc, pour arriver à nos fins, ici, et détecter un impact de la maladie depuis des images aériennes, on va utiliser une méthode de télédétection qui s'appelle imagerie hyperspectrale. Ça utilise la lumière reflétée par les feuilles de la canopée dans une gamme très variée de longueurs d'onde. Et ça sert à faire un portrait précis de la composition chimique des feuilles par les traits fonctionnels. Donc, notre imagerie a été faite, dans notre cas, en septembre 2018. Mais ce décalage temporel-là, ça ne devrait pas être un problème parce que la progression de la maladie est assez lente, c'est uniforme. Et nous, ce qu'on vise à détecter, c'est surtout des différences entre les arbres plus et moins infectés. Donc, pas nécessairement relier ça à des stades qui sont trop précis. Les capteurs qu'on a, pour une description plus technique, c'est le Cassie et SASSI. Donc, ça nous permet d'avoir des longueurs d'onde de 375 à 2523 nanomètres au total. Et avec les données récoltées, par la suite, on peut lier les traits fonctionnels des arbres avec les longueurs d'onde qui correspondent selon la variation de la réflectance entre les arbres. Vous allez mieux comprendre bientôt, c'est un petit peu flou en ce moment, c'est sûr, mais je vous donne un exemple concret. Donc, c'est ça. Pour utiliser efficacement l'imagerie hyperspectrale, c'est important de détecter quelles vont être les régions du spectre électromagnétique qu'on voit ici.
qui vont refléter le mieux les caractéristiques qui sont reliées à la maladie corticale du hêtre. Donc, selon la littérature, on s'attend, par exemple, à ce que les régions qui représentent la teneur en pigments photosynthétiques, comme la chlorophylle, ici on le voit, c'est entre 500 et 600 nanomètres à peu près, et la teneur en eau, donc ça serait de 1400 à 2400, très large. On s'attend à ce que ce soit particulièrement important parce que c'est lié aux symptômes foliaires comme le pâlissement des feuilles, l'élagage des branches, la chute des membres supérieurs de l'arbre. Aussi, il pourrait avoir des composés phénoliques qui sont impliqués dans la défense immunitaire. Ça pourrait être présent dans les feuilles assez abondamment parce que, justement, c'est une réaction immunitaire face à la présence de la maladie. Donc, premier objectif de mon projet de maîtrise, ça serait de tester la capacité de détection des stades d'infection par la maladie avec l'imagerie aérienne. Donc, pour ça, on prévoit identifier les longueurs d'onde importantes qui sont liées aux régions des pigments photosynthétiques et de la teneur en eau, principalement. Et c'est là-dedans qu'on s'attend à détecter les changements les plus flagrants. Un objectif secondaire, pour ça, ça serait de tester cette même capacité-là, mais avec de l'imagerie rapprochée. On utiliserait la spectroscopie foliaire avec une imagerie rapprochée au niveau des feuilles individuelles qu'on fera en laboratoire. On utiliserait ça comme témoin, comme base comparative de nos résultats pour l'objectif 1. Et donc, je m'attends à détecter des différences entre les stades plus facilement parce qu'il n'y aurait pas de bruit atmosphérique, donc il n'y a absolument rien qui se place entre le capteur et la feuille. C'est pas comme un drone ou un avion où il y a beaucoup d'air entre les deux, beaucoup d'ombre. Et donc, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour arriver concrètement à atteindre ces objectifs-là? Donc, premièrement, j'ai choisi un endroit qui contient une quantité impressionnante d'êtres à grande feuille. C'est le parc national du Mont-Saint-Bruno. Et le parc du Mont-Saint-Bruno, ce qui est intéressant avec, c'est que ça se situe dans une zone de transition entre la phase de destruction et la phase de dévastation dont je parlais tout à l'heure. Le parc a une superficie totale de 8,9 km². Et la ligne de vol de l'avion, on la voit en rouge ici dans la diapositive en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Ça a une superficie de 6,9 km². Donc, l'intersection entre les deux, ce serait notre aire d'étude et ça mesure 3,5 km². Donc, en gros, c'est un excellent site parce qu'il y a beaucoup d'individus et qu'on retrouve une diversité dans les stades d'infection. La première étape de ma campagne de terrain, donc, qui est actuellement en cours, ça consiste en l'exploration et la caractérisation de plusieurs êtres qui ont différents statuts d'infection. En ce moment, on dispose déjà de l'imagerie hyperspectrale qui a été prise en 2018, en septembre. Et donc, toutes les données de réflectance de la canopée sont récoltées. Mais ce qui nous manque, c'est les données de caractérisation de la maladie sur les arbres individuels. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces arbres-là, en termes d'infection. Et aussi, il nous manque la géolocalisation précise. On veut un positionnement de précision de ces arbres-là grâce à des orthomosaïques qui vont être faites avec un micro-drone DJI Mavic Mini. J'y reviens plus tard. Donc, on s'attend à avoir un nombre d'échantillonnages de 150 qui serait raisonnable parce qu'on va avoir le plus grand nombre d'échantillonnages possible, mais bon, avec un nombre maximal de stades de 5, on s'est dit que 150, ce serait un bon endroit pour débuter. Donc, pour la classification de la maladie, comment que je fais ça sur le terrain? Premièrement, je prends une photo de chacune des faces liées à un point cardinal, donc nord, sud, est, ouest, et je caractérise par un pourcentage de recouvrement des chancres. Pour ça, donc, des chancres causés par le champignon. Je peux aussi caractériser les péritès, qui sont les fructifications du champignon. Et ça, par contre, en ce moment, c'est un peu problématique parce qu'on voit celle de l'année dernière, vu que ça apparaît en août-septembre. Donc, je vais probablement devoir y retourner plus tard en automne pour les observer correctement sur les arbres. On peut évaluer aussi la présence de la cochenille qu'on voit ici sur la photo. C'est assez plein de cochenilles ça laisse une espèce d'apparence laineuse, filamenteuse sur l'arbre. Et par la suite, on peut regarder l'intégrité de la canopée, s'il y a des branches qui ont tombé. Donc, s'il y a eu un beach snap qui est le tronc qui casse, un beach snag qui est l'élagage des branches. Et par la suite, je vais aussi caractériser les autres espèces qui représentent plus de 25 du peuplement s'il y a lieu pour voir s'il y a des interactions entre les espèces et la maladie. Les orthomosaïques, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de photos aériennes géoréférencées. Donc, dans notre cas ici, on vise à avoir une précision d'environ 2 cm par pixel. Ça ne vous dit pas grand-chose, c'est sûr, mais ça devrait être assez pour voir les détails de la canopée. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on veut aligner nos orthomosaïques sur l'imagerie hyperspectrale de 2018 avec une précision la meilleure possible. On veut vraiment ne pas avoir de biais dans les données dû à ça.
Donc, c'est des photos qui vont être prises à une distance d'environ 40 mètres de la canopée au-dessus. Et ça va suivre un modèle numérique d'élévation de la canopée. Donc, le micro-drone avec Mini qu'on va utiliser va suivre un patron en forme de S. Donc, dans les allées linéaires, les photos vont avoir un recouvrement frontal de 85 à 90 %. Et entre les différents allées et retours de l'appareil, il va y avoir un recouvrement latéral de 70 % entre les photos. Ça sert à maximiser la résolution spatiale au maximum. Donc, il va y avoir aussi au moins 3 points de contrôle qui sont des éléments géoréférenciés au centimètre près qui vont être visibles au sol depuis les airs, qui vont devoir être présents dans chacune des mosaïques des zones qu'on veut identifier. Donc, les contraintes principales pour cette étape-là, en gros, c'est la visibilité des points de contrôle parce qu'un point de contrôle, c'est pas facile à voir, surtout pas dans un milieu forestier. Je veux dire, la canopée cache beaucoup des endroits qui sont exposés du sol. Et bien sûr, la communication avec le drone parce que les ondes avec la télécommande, ça peut rebondir sur la canopée, on peut perdre le contact, donc ça va être à voir. Maintenant, pour l'objectif secondaire, il y a une récolte de feuilles de hêtre qui sont exposées à la lumière dans la canopée qui va être effectuée en septembre avec le magnifique slingshot qu'on voit ici avec mon co-directeur Étienne Laliberté. Donc, on vise au moins 20 échantillons par classe d'infection afin d'avoir une base de comparaison fiable avec nos résultats d'imagerie hyperspectrale. Donc, nos analyses en spectroscopie vont être faites en laboratoire et on va se fier à des courbes témoins pour établir les concentrations foliaires de différents composés qui vont être déterminés à partir de la réflectance lumineuse des feuilles. Finalement, pour les analyses statistiques prévues, on prévoit utiliser une régression des moindres carrés partiels avec analyse discriminante. Ça va servir à identifier les bandes les plus importantes qui sont liées au stade de maladie auquel on s'attend. Et donc, on va faire ça à la fois pour les données d'imagerie hyperspectrale et pour les données de spectroscopie foliaire. Et finalement, on va comparer les résultats obtenus pour chacune de ces deux méthodes-là pour avoir un peu des pistes de réflexion sur nos résultats puis vérifier l'efficacité de notre méthodologie pour les données hyperspectrales. Donc, c'est tout pour moi. Je tiens vraiment à remercier la Société de protection des plantes du Québec, Société d'entomologie du Québec et le ministère des Ressources naturelles du Canada pour m'avoir octroyé une bourse Smirnoff. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis très content de l'avoir eu. Ça me motive à poursuivre mon excitant projet. Bref, ça me donne un petit boost de plus. Merci encore à vous. Merci aux autres partenaires qui soutiennent mon projet, à mes directeurs, aux membres du laboratoire Verland et du laboratoire La Liberté. Et un merci spécial à Julie Bouchard du ministère Fonds de Forêt Parc du Québec avec qui j'ai collaboré pour établir mon protocole de caractérisation de la maladie. Donc, bonne fin de journée à tous et au plaisir de vous revoir pour une présentation de mes résultats l'an prochain. Merci beaucoup, Guillaume. Félicitations pour ta présentation. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais savoir s'il y a des questions. On aurait peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Agathe, je vois ta main levée. Non? C'est un applaudissement. Pardon, d'accord. Est-ce qu'on a des questions pour Guillaume? Oui, moi j'aurais une question, Elisabeth. Vas-y. Bonjour. Bon, bonjour, Louis Morneau, ministère Forêt, Faune et Parc. Guillaume, si j'ai bien compris, tu travailles avec l'imagerie de 2018. Vous allez prendre des échantillons cet été, c'est bien ça? Oui. Donc, il faudrait juste faire attention parce qu'il y a une infestation de spongieuses dans ce secteur-là cet été. Donc, si jamais tu prends des feuilles, il se pourrait que les analyses foliaires ne coïncident pas directement là, avec l'imagerie que tu vois en 2018. J'ai peut-être juste une mise en garde. Puis, une deuxième question, tu as parlé de la recrudescence ou en tout cas de la prévalence de la maladie corticale du hêtre à cause des changements climatiques. Selon toi, c'est quoi les facteurs qui sont favorables à ça avec les changements climatiques? Parce qu'il peut y avoir des conditions qui font que la maladie serait moins importante aussi. Oui. La cochenille du hêtre peut survivre jusqu'à des températures en hiver de moins 37 degrés à peu près selon la littérature. C'est pas exact, mais c'est autour de ça. Et justement, les températures de moins 37, selon les modélisations, j'en ai fait moi-même, je me suis amusé à voir dans le futur combien de journées par année il y allait avoir sous les moins 37 dans une année. Et il y en a de moins en moins. Donc, c'est clairement une possibilité qui va permettre aux populations de cochenilles de grandir.
Il y a aussi le fait que les précipitations d'automne, qui sont d'habitude abondantes, qui permettent d'un peu déloger la cochenille du tronc de l'arbre, sont de moins en moins abondantes aussi selon les prévisions dans le futur. Donc, ces deux facteurs-là vont très probablement jouer en la faveur de la maladie. Merci, Guillaume. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être une dernière opportunité? Moi, j'en répète une petite. J'aimerais savoir s'il y a espoir que l'imagerie hyperspectrale nous permette de détecter, de distinguer cette maladie-là chez les hêtres par rapport à d'autres stress que l'arbre pourrait subir. Est-ce que c'est si spécifique? On aimerait vraiment ça, c'est certain. Est-ce que ça va pouvoir être aussi spécifique? C'est très difficile à dire. Puis c'est surtout difficile quand on caractérise sur le terrain. Là. J'étais là-bas hier. Je peux vous parler de mémoire assez fraîche. Là. Mais c'est difficile de constater si l'arbre est malade de plusieurs choses, seulement la maladie corticale qui l'a affecté. Donc, si l'imagerie, si on n'est pas sûr nous-mêmes sur le terrain pour départager les facteurs, ça ne sera pas faisable avec l'imagerie hyperspectrale. Donc, c'est important justement d'avoir la meilleure caractérisation terrain possible dans ce cas-là. Merci beaucoup. Alors, je vais te féliciter encore une fois, puis te laisser te reposer et passer la parole à notre autre lauréat, qui est Nicolas Bédard. Donc, une courte présentation de Nicolas. Il a débuté une maîtrise à l'automne 2020 sous la direction de David Potier à l'Université Laval et de Christian Hébert au Centre de foresterie des Laurentides. Son projet porte sur la lutte contre la tondeuse des bourgeons de l'épinette et l'impact de différents scénarios d'utilisation du BTK sur la biodiversité des insectes. À souligner que Nicolas est lauréat d'une des bourses Smirnov pour une deuxième année consécutive. Je pense que c'est quand même une belle reconnaissance de la qualité de son dossier. Je lui laisse maintenant la parole. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que l'image sort bien? Oui, c'est bon. Excellent. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être là, de venir m'entendre parler du projet sur lequel je fais ma maîtrise. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de tordeuse des bourgeons de l'épinette et plus précisément de l'impact de différents scénarios d'utilisation du BTK sur la faune entomologique. Oui. Donc, pour vous remettre en contexte rapidement, donc la TBE, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est le principal insecte défoliateur en Amérique du Nord. Donc, c'est un papillon indigène qui s'attaque principalement aux sapins baumiers et aux épinettes blanches. Donc, en 2020, on a atteint 13,5 millions d'hectares touchés au Québec. Donc, c'est une superficie qui est vraiment énorme. On peut le voir sur la carte. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de secteurs, beaucoup, beaucoup de forêts qui sont touchés par cette épidémie-là. Puis, pardon. Pour lutter contre cet insecte-là, on utilise le BTK, donc qui est un bioinsecticide, une bactérie qui est spécifique aux lépidoptères. Donc, il s'attaque uniquement aux papillons, puis est utilisé contre la TBE, mais aussi contre la spongieuse, qui est un ravageur des forêts de feuillus du sud de Québec, comme on vient d'en entendre parler un petit peu. Puis, en fait, la particularité avec ça, c'est qu'il y a très, très peu de connaissances des impacts sur la faune non visée. Donc, on le sait, qu'est-ce que le BTK va faire sur la TBE, sur la spongieuse, mais sur le reste des utilisateurs de la forêt, c'est très, très peu connu. Puis, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le BTK, ça ne sert pas juste dans un but d'élimination de la TBE, ça peut aussi être un très, très bon outil d'aménagement qui permet de contrôler les densités des ravageurs, puis de leurs impacts sur les écosystèmes forestiers. Donc, c'est vraiment important de connaître l'ampleur des impacts directs et indirects du bioinsecticide sur les autres utilisateurs de la forêt, donc pas uniquement sur la TBE, pour faire les choix les plus éclairés possibles sur son utilisation. Puis, c'est directement ce qu'on adresse avec notre projet. Donc, si je reformule un peu ce que je viens de dire, on sait que le BTK affecte directement la TBE, donc les papillons et la TBE, puis que la TBE, celle-ci, affecte directement les habitats forestiers, donc va avoir des impacts sur la composition. Donc, tout ça, ça va influencer un réseau complexe d'interactions dans les écosystèmes. Puis, la question qui se pose de ça, c'est comment va varier la biodiversité? Puis plus précisément, la biodiversité entomologique. Pourquoi? Parce que les insectes, c'est des organismes qui sont cruciaux dans les forêts, sont à la base de beaucoup de fonctionnements, beaucoup de processus écologiques. Puis leur très grande diversité écologique en fait des excellents indicateurs à étudier dans des études d'impact comme ça.
Donc, pour ce faire, pour aller les étudier, on a utilisé le dispositif de la SOPFIM qui est mis en place sur la Côte-Nord, donc dans l'épicentre de l'épidémie, depuis 2010. La SOPFIM, eux, sont intéressés à comparer des nouvelles stratégies d'arrosage qui sont moins intensives que celles qui sont connues, qui ont été utilisées jusqu'à présent. Donc, notre projet s'inscrit super bien dans leurs objectifs de protection des forêts parce que ça pourrait permettre de mettre la lumière sur certains traitements du BTK qui favoriseraient une biodiversité dans les forêts tout en étant moins coûteuses puis plus adaptées aux objectifs de gestion forestière actuels. Donc, le territoire couvert par notre étude était très, très gros. Donc, c'est plus de 200 km qui s'étendent entre Forestville et Port-Cartier. Il y a 19 sites qui sont répartis sur ce territoire-là et chacun des sites va subir un des 5 différents traitements étudiés par la SOPFIM. Donc, les 5 traitements vont d'une absence de traitement, donc les sites témoins, jusqu'à un arrosage très intensif. Puis, ces différents traitements-là, en fait, vont faire un gradient de traitement, mais aussi d'épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette. Donc, plus on arrose, moins il y a de tordeuses, moins on arrose, plus il y a de tordeuses. Puis, parallèlement à ça, on voulait voir aussi s'il y allait avoir un gradient de conditions forestières. Donc, plus on arrose, moins il y a de tordeuses, moins il y a de défoliation, plus il y a un grand couvert forestier. Puis inversement à ça, plus il y a de tordeuses présentes sur un site, plus il va y avoir de mortalité, plus il va y avoir de perte du couvert forestier, plus il va y avoir de régénération. Donc, le gradient créé par ça est très, très intéressant, puis pourrait venir impacter les différents utilisateurs de la forêt. Donc, ce qu'on a fait plus précisément, en fait, on a utilisé le dispositif de la SOPFIM. Donc, dans chacun des sites, il y avait 3 parcelles d'études. Dans chacune des parcelles, les parcelles sont suivies par la SOPFIM depuis 10 ans. Ils ont beaucoup de données forestières qui sont mesurées. Nous, on a étudié ces coins-là avec les insectes. On a disposé de 3 pièges en 2021, de juin à août, en continu, pour capturer les insectes puis espérer avoir une bonne idée de la représentation des communautés d'insectes après 10 ans. Évidemment, on ne pouvait pas toucher à tous les groupes d'insectes, ça leur a été de mesurer. On a plutôt ciblé 3 groupes qui sont stratégiques, qui sont particulièrement importants dans le contexte d'une épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette. Premièrement, les lépidoptères, évidemment, comme je l'avais dit tantôt, c'est des organismes qui sont impactés directement par le BTK, par la toxicité de l'insecticide. Donc, ça en fait un groupe d'intérêt à aller étudier pour voir comment ils vont varier après une utilisation à long terme. C'est aussi un groupe qui a été étudié par le passé dans d'autres études par rapport à la faune non visée. Donc, suite à des applications à court terme, une application ponctuelle, on a vu qu'il y avait une résilience des populations qui était capable de se rétablir après quelques années suite à ça. Donc, c'est vraiment intéressant de venir un peu combler ces informations-là pour voir si une étude à long terme, une application à long terme, pardon, va mener à des résultats similaires. Donc, nos prédictions par rapport à ce groupe-là, en fait, c'est qu'ils répondent selon l'hypothèse des perturbations intermédiaires. Cette hypothèse-là, c'est une hypothèse en écologie qui stipule que la plus grande diversité d'un milieu sous perturbation, donc dans notre cas, une épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette, la plus grande diversité va se retrouver non pas dans les 2 extrêmes, donc une épidémie totale ou une épidémie complètement absente, mais plutôt à un point entre les deux. Puis, c'est expliqué par le fait que, justement, ce point intermédiaire-là va être un mélange des 2 conditions, va donner un mélange de niches écologiques qui ont le plus grand potentiel d'habiter la biodiversité. Donc, dans notre contexte à nous, on s'attend à ce que la plus grande diversité soit observée dans les traitements intermédiaires, que ce soit aux arrosages aux 2 ans ou aux 3 ans, et non pas dans les témoins et les arrosages intensifs. Deuxième groupe d'intérêt, donc les insectes saproxyliques, les insectes qui utilisent le bois mort dans leur cycle vital. Donc, c'est encore une fois des groupes qui sont particulièrement importants dans le contexte d'une épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette, parce que par l'activité de la TBE, il va y avoir beaucoup de bois mort généré par la défoliation. Puis, ben, ce bois mort-là peut venir impacter justement ces groupes d'insectes-là. On s'attend à ce qu'ils répondent plutôt, eux, à l'hypothèse de l'abondance des ressources. Donc, comme qu'elle s'explique assez bien, c'est plus la ressource va être disponible pour un groupe, plus ce groupe-là va être diversifié, va être abondant. Donc, dans notre contexte, ça veut dire que dans les coins où il y a la plus grande épidémie, on s'attend à avoir la plus grande diversité chez les communautés saproxyliques, donc dans les traitements témoins ou à très faible intensité. Puis, finalement, dernier groupe d'intérêt, ça a été les coléoptères épigéaux, donc les coléoptères de sol, les coléoptères qui utilisent le plancher forestier. Pourquoi? En fait, c'est des groupes qui utilisent une très, très grande diversité de niches écologiques qui ont le potentiel d'être impactés par le changement d'habitat forestier selon les différents gradients d'épidémie. Donc, qui ont le potentiel, justement, d'avoir des effets indirects du BTK. Puis, comme les lépidoptères, on s'attend à ce qu'ils répondent selon l'hypothèse des perturbations intermédiaires, donc que la plus grande diversité soit retrouvée dans les traitements intermédiaires.
Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats que j'ai jusqu'à présent. Donc, à ce jour, l'identification se finalise, mais n'est pas encore suffisamment complète pour présenter les résultats finaux. Je vais donc vous montrer les tendances que j'ai suite à l'avancement actuel, qui va être bonifié et finalisé dans les prochaines semaines, je l'espère. Donc, si on reprend le premier groupe, les lépidoptères, donc en 2021, c'est presque 30 000 lépidoptères qu'on a récoltés. Puis là-dessus, il y en a presque le quart qui était des géométridés, donc qui était la famille ciblée par notre projet. Une famille qui est très, très diversifiée et très abondante en milieu forestier, donc c'était d'intérêt d'aller les regarder. On se souvient, on s'attendait à avoir une diversité maximisée dans les traitements intermédiaires. Les lépidoptères, c'est le groupe que je suis en train d'identifier en ce moment. Malheureusement, l'identification n'est pas assez avancée pour que je puisse vous présenter des données de diversité. Par contre, je peux vous parler de leur abondance, qui est aussi une variable qui était vraiment intéressante, puis qu'on cherchait à étudier, puis qui a donné des tendances intéressantes aussi. Donc, si on prend tous les papillons, donc incluant les géométridés et les autres, comme qu'on s'attendait, on a vraiment vu une plus grande diversité, une plus grande abondance, partons, dans un des traitements intermédiaires, donc le traitement tous les 3 ans. C'est une tendance qu'on a vue aussi chez les géométridés uniquement, à l'exception du traitement témoin, qui a aussi généré une très grande abondance. Puis finalement, quand on comprenait tous les autres lépidoptères, c'était vraiment une tendance qui s'est affinée. Donc, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça. On est pas surpris de voir que ça suit nos prédictions. Puis, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Premièrement, en luttant avec le BTK dans des sites, ça permet de diminuer la compétition de la TBE, donc de diminuer ses activités, puis de laisser davantage de place aux autres papillons qui pourraient utiliser des autres conifériens, qui auraient normalement moins de place à cause d'une grande abondance de TBE. Puis, à l'opposé de ça, en laissant tout de même de la place à la TBE, donc en arrosant pas intensivement, ça permet de faire plus de trouées dans la canopée, donc de par l'activité de la TBE, puis de laisser plus de place aux plantes de bas étage de se régénérer, qui, eux, sont des hôtes de papillons qui, normalement, n'auraient peut-être pas la place suffisamment pour se développer. Ensuite, si on prend nos données pour les pièges choses interception jusqu'à présent, donc c'est des pièges qui ciblaient principalement des coléoptères. Donc, on voit jusqu'à présent la diversité des familles qu'on a récoltées jusqu'à date. Donc, une très, très bonne diversité, presque plus de 20 000 spécimens. Même si j'aurais aimé pouvoir toucher à tous ces groupes-là, on a dû en cibler encore une fois des plus précis, des plus importants. Donc, pour les coléoptères de sol, on a ciblé les carabidés, les staphylidés, qui à eux seuls représentent plus du 3/4 des coléoptères récoltés dans abondance. Donc, c'est vraiment des familles très, très, très présentes dans nos pièges. Donc, ça rend ça très intéressant. Puis pour les saproxyliques, donc on a pris les cérambycidés et les longe-cornes, c'est-à-dire les curculionidae, les mélandridés et les silicidés, qui est une sorte de guêpe qui se nourrit de bois mort. Donc, qui se nourrit de bois mort, puis on les a utilisés comme indicateur pour les saproxyliques. Si on prend ces derniers, les saproxyliques, on se souvient, on s'attendait à une réponse en fonction de l'abondance des ressources, donc une plus grande diversité, une plus grande abondance dans les sites avec la plus grande densité de TBE. Donc, c'est presque 1000 spécimens des familles ciblées qui ont été récoltés en 2021. Pour la diversité, on n'a pas eu de réponse significative. Par contre, pour l'abondance, là, on en a eu, notamment chez les cérambycidés. Donc, comme on s'y attendait, c'est dans le traitement témoin, donc où il y a la plus grande épidémie, qui a eu la plus grande abondance pour ce groupe-là. C'est aussi quelque chose qu'on a observé chez les curculionidae, une famille qui comprend les scolites, donc des coléoptères très, très connus chez les saproxyliques. Donc, c'est une tendance qu'on a observée chez les curculionidae, à l'exception du traitement intensif, qui est l'endroit qui a généré la plus grande abondance. En fait, ça s'expliquait à cause d'une seule espèce, Polygraphus rufipenis, qui elle-même a connu sa plus grande abondance dans ce traitement-là, qui est aussi l'espèce la plus abondante chez les scolites pour le projet. En fait, ça, c'est une tendance qu'on n'a pas été capable d'expliquer totalement. Dans la littérature, Polygraphus rufipenis, c'est une espèce qui préfère l'ombre puis les coins humides, qui sont des conditions générées davantage par un traitement intensif, donc qui va protéger le couvert forestier. Là, c'est un petit peu moins cohérent, en fait, c'est que le traitement standard de MFFP devrait générer des conditions similaires, étant donné qu'il est très, très, très intensif lui aussi. Puis pourtant, on n'a pas vu une grande abondance de Polygraphus rufipenis dans ces traitements-là. Puis ça n'a pas été biaisé par un seul site ou une seule parcelle qui a généré vraiment une énorme abondance de cette espèce-là, mais c'était assez réparti. Donc, pour l'instant, c'est encore un mystère, puis peut-être qu'avec en intégrant les données forestières, c'est des tendances qui vont plus s'affiner ou une réponse qui va plus se clarifier. Mais pour l'instant, on n'est pas capable d'expliquer ça totalement. Finalement, pour les coléoptères épigéaux, donc ni pour l'abondance ni pour la diversité, il y a des tendances significatives qui sont ressorties. Ça peut être expliqué de plusieurs façons. Premièrement, l'abondance, elle a vraiment été dominée par 2 espèces qui représenteraient plus du 3/4 de tous les spécimens récoltés. Puis c'est aussi chez les carabidés et les staphylidés, principalement des prédateurs, puis des prédateurs généralistes, donc qui vont vraiment avoir une grande panoplie de poids, puis qui vont être capables de s'adapter au changement d'habitat forestier.
Donc, il faut garder en tête que c'est encore des données préliminaires, puis avec une mise en relation avec les données forestières, peut-être que des nouvelles tendances vont pouvoir s'affiner. C'est d'ailleurs les objectifs de 2022 d'aller recueillir davantage de données sur les parcelles, parce que comme on peut le voir sur les photos, sur les 2 paires de photos, en fait, chacune des paires représente un bloc, donc un même traitement, puis on voit qu'il y a énormément de variabilité. Donc, en allant prendre ces données-là, ça va être vraiment important de pouvoir mesurer ces variations-là, puis de les inclure dans les analyses, puis de voir comment ils peuvent impacter les différentes tendances. Mais par contre, ce dispositif-là, c'est vraiment une occasion unique d'étudier la biodiversité puis l'impact de nos activités à long terme sur les forêts. Notre présence sur le site n'a pas juste servi pour les insectes, elle a servi pour les oiseaux aussi, puis une étudiante en ce moment qui prend les plantes de bas étage et de régénération. Donc, la combinaison de toutes ces données-là pourrait vraiment permettre une bonne compréhension de la variation de l'écosystème selon l'utilisation du BTK, puis pourrait nous aider à trouver la meilleure façon d'assurer la protection de nos forêts puis de leurs utilisateurs. Donc, pour terminer, j'aimerais vraiment remercier l'équipe du BCTU, du Centre de foresterie des Laurentides et l'équipe de terrain qui est avec moi l'été passé, donc Ludovic, Rémi et Christian, qui est mon directeur de recherche, qui est moi sur le terrain la semaine passée. Donc, ils m'ont vraiment aidé à avoir des données incroyables sans qui j'aurais pu avoir des données autant de qualité. Merci beaucoup à mes directeurs pour leur encadrement hors pair puis leur capacité à me faire travailler en dehors de mes heures de zone de confort. Puis finalement, le comité des bourses Smirnoff, un énorme merci pour leur support puis pour m'aider à continuer dans mon parcours en entomologie. Je serai prêt à prendre vos questions. Merci, Nicolas. Peut-être enlever ta présentation. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a un peu dépassé le temps, mais est-ce qu'on a quand même le titre trop intéressant pour laisser passer l'occasion de poser des questions? Donc, je vous invite à vous manifester si vous avez des questions pour Nicolas. Est-ce que je vais en risquer une en espérant que ça ne te sorte pas trop de ta zone de confort, Nicolas? J'ai souvent eu des discussions avec Christian au sujet d'un sujet qui le préoccupe beaucoup, c'est la baisse de biodiversité des insectes à cause des changements climatiques. Puis j'aimerais t'entendre, une fois que tu auras tiré tes conclusions, comment tu prévois qu'à l'avenir, on pourrait moduler les applications de BTK en fonction des changements climatiques? Est-ce que tu penses que c'est une étude qu'il va falloir refaire périodiquement pour vérifier comment se cumulent ces 2 stress-là sur la biodiversité? Je ne sais pas si c'est juste moi, ça coupe beaucoup en ce moment. J'ai l'impression que j'ai manqué quelques petits bouts. Pardon, c'est peut-être ma connexion. Écoute, je vais la répéter brièvement. Avec les changements climatiques qui vont eux aussi avoir un effet stressant sur la biodiversité, comment tu vois, une fois que tu auras tiré tes conclusions sur cette courte période de temps, sur l'impact de l'épandage de BTK, est-ce que tu prévois que cette étude-là devrait être répétée périodiquement pour voir comment se joue l'effet cumulé des changements climatiques et du BTK sur la biodiversité? Ben, c'est sûr, ça serait super intéressant. J'ai encore une fois manqué quelques bouts de la question. Je pense que j'ai compris l'essence pas mal. C'est effectivement, ça serait d'intérêt, surtout dans les contextes qu'on a en ce moment de diminution de la biodiversité, beaucoup chez les insectes, on a entendu parler. Donc, un des aspects, dans le fond, moi, j'ai fait ma maîtrise sur une seule année de récolte, mais c'est des récoltes qui ont été faites aussi, c'est des récoltes d'insectes qui ont été faites 3 ans. Donc, en 2020, il y en a eu, en 2021, il y en a, puis en 2022, il y en aura d'autres. Donc, ça va permettre de suivre un peu, voir comment ça varie par rapport à ça. C'est certain que ça serait d'intérêt à voir à long terme, donc dans 10 ans, est-ce que c'est encore des données qui vont varier de la même façon? Est-ce que c'est prévu? Je ne le sais pas. Je sais que l'épidémie de TBE en ce moment est en train de chuter, donc peut-être que les arrosages vont diminuer aussi, vont beaucoup diminuer en intensité. Donc, ça va rendre ça peut-être un peu plus dur de suivre et de comparer avec la baisse de biodiversité générale, mais c'est certain que ça serait d'intérêt d'aller suivre, ne serait-ce que pour voir comment ça va évoluer dans le temps. Merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah ben, il y en a 3. Elisabeth, je comprends que tu ne les vois pas. Donc, Étienne La Liberté avait la même. Merci, Nicolas. Je me suis demandé si, parce que c'est sûr que tu as des sites répartis, si on était capable de reconstruire un historique, là, ça serait vraiment intéressant. Mais est-ce que les insectes qui sont sur la litière, je pense en écologie végétale, là, mais un horizon des podzoles avec la litière de différents âges, est-ce qu'on serait capable, avec une approche de métabarcoding, peut-être de voir dans le temps
c'était quoi les communautés d'insectes, peut-être comment ils ont changé avant et après, ou c'est juste complètement impossible? J'aurais tendance à dire que c'est possible. On approche un peu la génétique dans notre projet, mais surtout pour l'identification. Donc, Sandrine, qui est présente aussi, pourrait peut-être combler ma réponse par rapport à ça. Mais c'est certain que ça pourrait être intéressant, là, notamment le récipiendaire l'an passé des bourses Smirnoff qui était au doctorat. Si je me souviens bien, il faisait de l'analyse de couches sédimentaires dans les lacs pour justement voir les différentes épidémies dans le temps qu'il y avait eu sur la TBE. Donc, ça pourrait être une approche qui est similaire dans le temps. Par contre, les insectes de litière, je ne sais pas à quel point ils restent accumulés dans le sol au fil des années, mais c'est certain qu'il pourrait avoir de quoi faire pour voir justement la variation au fil du temps. Merci. Je vois maintenant qu'il y a Agathe aussi qui est dans la file pour poser une question. Oui, c'est ça. Moi, je vais peut-être sortir un peu de la forêt. Le BT est utilisé, évidemment, c'est d'autres sous-espèces là, de BT qui sont utilisées dans d'autres voies, là, au niveau agricole. Moi, je me souviens, au Kamouraska, on parlait aussi peut-être de faire des aspersions de BT pour les moustiques de souches particulières. Est-ce que tu as entendu parler d'études similaires aux tiennes, mais dans ces contextes-là, est-ce qu'on a le même impact de perte de la biodiversité? Voilà, là, est-ce que tu as justement entendu parler de ce genre d'approche-là ailleurs? Oui, ben, en fait, dans le milieu agricole, c'est beaucoup le BTI, donc qui est un petit peu différent, qui c'est vraiment les diptères plutôt. Puis ça a été beaucoup controversé, l'utilisation par rapport à ça, parce qu'ils ont vu des impacts pour les niveaux trophiques supérieurs. Donc, il y avait évidemment des impacts sur les mouches, étant donné que c'était les organismes ciblés. Puis on a vu des impacts suite à ça sur les salamandres, sur les oiseaux insectivores aussi, puis d'autres groupes que je suis moins certain là, précisément lesquels. Donc, il y a vraiment de la variation. Puis il y a beaucoup de législation, j'ai l'impression qu'on est par rapport à ça. Donc, c'est un groupe qui a été, c'est pas un groupe, c'est un dossier qui a été plus étudié, plus en profondeur que le BTK, mais ce n'est qu'une question de temps avant que ça vienne un petit peu plus être questionné. Merci. Et la dernière question à Louis Morneau. Oui, bien, très bonne présentation, Nicolas. Guillaume aussi, tantôt, je pense que je ne te l'ai pas dit, là, mais vous êtes bon. Nicolas, j'aimerais avoir ton opinion. Au Québec, on protège à peu près 4 ou 5 des superficies infestées par la TBE avec du BTK. Est-ce que tu crois que ces arrosages-là vont significativement affecter la biodiversité? C'est difficile à dire. C'est sûr qu'avec 4 et 5 c'est une discussion que j'ai eue avec Christian la semaine passée sur le terrain, justement. 4 à 5 de superficie protégée, c'est vraiment minime. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des impacts. On l'a vu un petit peu dans nos données. Ne serait-ce que l'épidémie en tant que telle a des impacts sur le changement de l'habitat forestier, a des impacts sur les utilisateurs. Donc, c'est sûr que si on ne fait rien, ça va être impacté. Par contre, l'épidémie de TBE, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, potentiellement que les forêts sont capables de s'en remettre. Mais c'est sûr qu'avec une protection de 4 et 5 on ne maximise pas notre protection qu'on serait capable de faire sur nos forêts. Donc, l'impact sur les communautés va venir plus de l'épidémie comme telle plutôt que des traitements très ciblés qu'on peut mettre en œuvre. J'aurais l'impression que oui, selon ce qu'on observe en ce moment, selon la quantité, oui, si on prend une image plus globale du Québec, là, absolument. Bonne chance pour tes identifications. C'est beaucoup de temps à mettre là-dedans. Oui, beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci à nos deux lauréats et félicitations encore une fois à vous deux. Et merci aux participants et merci de vos questions qui ont animé cette présentation en ligne. J'aimerais terminer la rencontre en remerciant la SEQ et la SPPQ pour ce partenariat très fructueux dans l'organisation et le financement des bourses Smirnoff. Je vous remercie tous encore une fois et je vous dis à l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci. Félicitations, les gars. Merci tout le monde. Bonne journée.